sommes heureux d'accueillir Vincent Gruillon, spécialiste, analyste des questions politiques de défense chinoise. Alors Vincent, vous revenez de l'Asie, où vous avez eu des entretiens sur le thème des relations entre Chine et Taïwan. Et aussi, vous avez participé au salon aéronautique de Zhuhai, qui a présenté ses dernières avancées dans l'industrie de défense chinoise. Et donc aujourd'hui, on voudrait bien parler de la situation au détroit de Taïwan, parce que suite aux dernières élections, mais d'abord peut-être vous pouvez commencer par poser le contexte de base dans cette région. Bonjour Elena, bonjour à tous. En effet, je pense qu'il est utile peut-être de faire un petit rappel historique pour qu'on replace bien Taïwan, la Chine, le contentieux du détroit de Taïwan dans une perspective historique. On va se replonger à la fin du 19e siècle. L'Empire chinois est confronté à des crises multiples. La dernière dynastie est en ruine, elle fait face à des pressions extérieures, les puissances occidentales qui se sont installées sur le territoire chinois. Parallèlement, la Chine n'a pas su prendre le virage de la révolution industrielle. Elle ne peut surmonter les crises à laquelle elle fait face et elle aiguise l'appétit d'un pays qui est à côté et qui, lui, a su faire cette révolution industrielle qui s'appelle l'ère Meiji, c'est le Japon. En 1894, un conflit éclate entre la Chine et le Japon. La Chine ne peut faire face, elle n'a pas d'armée, son budget a été gaspillé dans des dépenses faites par l'impératrice douairière qui est à Pékin et pour qui le monde s'arrête en quelque sorte au mur de la cité interdite. Donc le Japon, avec une armée moderne, avec une marine, peut faire un débarquement sur le territoire chinois et les armées chinoises sont incapables de faire face. Ce conflit dure à peine un an, 1894-1895, et se termine par un traité vraiment en défaveur de la Chine qui doit payer des compensations financières, des tonnes d'argent de brut qui sont versés en guise de dédommagement au Japon et elle doit évidemment concéder des territoires. Et parmi les territoires concédés, il y a l'île de Taïwan. Donc, à partir de 1895, et ce jusqu'en 1945, à la fin du deuxième conflit mondial, Taïwan va être sous administration japonaise. Parallèlement, après la révolution chinoise de 1911, c'est la République de Chine qui est proclamée et qui va succéder à l'Empire. La République de Chine va immédiatement être en proie avec une guerre civile, d'abord une désintégration du territoire chinois et l'apparition de seigneurs de la guerre qui vont lui disputer le pouvoir. Le général Chiang Kai-shek va reprendre en main la République de Chine, va pacifier le territoire, va vaincre les seigneurs de la guerre, mais un autre rival va se dévoiler, c'est le Parti communiste chinois, qui est créé en 1921 et qui va disputer à la République de Chine et son parti dominant, le parti nationaliste, le Kuomintang, la domination de la Chine. À partir de là, c'est une guerre civile qui va perdurer jusqu'en 1949. Guerre civile, mais aussi participation à la guerre mondiale à travers le conflit contre le Japon. C'est-à-dire qu'il y a eu un jeu à trois, le Parti communiste, le Kuomintang s'affrontant en même temps avec un conflit extérieur avec le Japon. Donc c'était un jeu à trois et parfois il y a eu des alliances de circonstances du Parti communiste et du Kuomintang pour lutter contre le Japon. Vous pouvez rajouter à ça des gouvernements provisoires pro-japonais, donc c'est vraiment une atmosphère de chaos, de conflits multiples, enchaînés, variables, qui vont se dérouler
en Chine. Pendant ce temps, en effet, à Taïwan, dominé par le Japon, faisant partie de la sphère japonaise, on peut dire que Taïwan a eu peu de conséquences par rapport au deuxième conflit mondial. Le Japon est vaincu, la Chine, la République de Chine, encore une fois, fait partie des vainqueurs, et il est temps pour le Japon, à son tour, de capituler après les explosions nucléaires de Nagasaki et d'Hiroshima. Réparation de guerre, le Japon doit rendre à la République de Chine les territoires perdus, dont Taïwan. Taïwan, donc, revient dans le giron officiel chinois de la République de Chine. La Deuxième Guerre mondiale est terminée, mais la guerre civile ne l'est pas. De 1945 à 1949, les deux ennemis, Kuomintang et Parti communiste, continuent la lutte. Le Parti Kuomintang, République de Chine et Chiang Kai-shek perdent la guerre civile. Chiang Kai-shek n'a d'autre solution que de chercher une zone de repli. Plusieurs choix s'affrontent. Finalement, c'est Taïwan, et il commence, dès 1947, à replier des troupes sur Taïwan. Ce repli est effectif en 1949, et le 1er octobre 1949, Mao Zedong, à Pékin, peut proclamer la République populaire de Chine. À partir de là, deux Chines cohabitent. La République populaire, capitale Pékin, et une République de Chine, toujours là, mais qui s'est repliée à Taïwan et dont la capitale va devenir Taipei. À Taïwan, le général Chiang Kai-shek s'est replié donc avec des troupes. Il y a déjà une population à Taïwan, des gens d'ethnie chinoise, Han, qui sont là pour certaines depuis le XVIIe siècle. Il y a aussi des aborigènes qui sont là, donc tout un écosystème, toute une société qui s'est créée et finalement qui va voir arriver une armée du Kuomintang en déroute. C'est des centaines de milliers d'hommes qui arrivent tout de même, il faut les loger, il faut qu'ils s'installent. Ces troupes du Kuomintang avec Chiang Kai-shek arrivent également sur un territoire qui a une infrastructure assez moderne. Pourquoi ? Parce que les Japonais, pendant les 50 ans d'occupation, ont construit des voies ferrées, des usines et tout un tas d'installations qui mettent finalement le territoire taïwanais à un niveau assez élevé. Avancé, en effet. Donc, l'armée du Kuomintang s'installe. Finalement, il va y avoir des maisons qui vont être construites, des quartiers finalement sur un modèle assez militaire, puisque ces gens-là viennent de faire la guerre, donc ils restent en organisation militaire. Toutes les structures d'un gouvernement sont créées, avec, il faut bien le dire, une aide américaine tout à fait conséquente. De l'argent, du matériel, y compris un soutien à l'armée de la République de Chine, dont son chef, le général Chiang Kai-shek, finalement, a très envie de la relancer le plus tôt possible à la reconquête du territoire. La Chine communiste, elle, voit que le territoire de la République populaire n'est pas intègre, il manque ce petit morceau, cette petite île de Taïwan. Et ils décident évidemment de poursuivre sur leur avantage et d'aller eux aussi à la conquête des bouts de territoire qui restent. Il y a l'île de Taïwan, bien sûr, mais il y a aussi des petites îles qui sont à proximité de la côte. Bombardement en série, tentative de débarquement sur ces petites îles qui sont à 3, 5, 10 km, 15 km de la côte du continent, mais rien n'y fait. L'armée chinoise à l'époque n'est pas en mesure de débarquer, même de faire 3 km. Il n'y a pas de marine,
il n'y a pas de soutien, les troupes qui débarquent ne peuvent attendre des renforts. Donc la situation finalement va se transformer en un conflit figé. Il y aura évidemment parfois des tensions, des bombardements, des actions de commando, mais vraiment l'armée chinoise du continent, l'armée communiste, l'armée populaire de libération ne peut absolument pas mener une opération sur Taïwan. A l'inverse, finalement, la République de Chine se développe, elle développe aussi un fort appareil militaire. Évidemment, dans la doctrine, il y a toujours cette idée d'aller à la reconquête du continent, mais plus les années passent et plus cette perspective s'éloigne. Le général Chiang Kai-shek va installer, dès son arrivée au pouvoir, un état d'urgence qui ne sera levé qu'en 1987 par son fils. Ça sera un régime très dur. Il y aura même une période dite de terreur blanche où les opposants au général Chiang Kai-shek, au parti Kuomintang, seront torturés, tués, déportés dans des petites îles forteresses, des petites îles prisons. Donc c'est un État fort, nationaliste, qui fait face à un autre État fort avec des défauts et un système de répression assez équivalent finalement. Il faut savoir que l'organisation du Parti communiste chinois et l'organisation du Parti Kuomintang, c'est à peu près la même chose. Donc c'est finalement ces deux conceptions chinoises, République populaire, République de Chine, qui vont se faire face. Et ça va durer, en ces termes belliqueux, jusqu'aux années 90. Et sous l'impulsion, finalement, un petit peu plus tôt du fils de Chiang Kai-shek, une démocratisation avec la levée de l'état d'urgence, la mise en place d'alternatives, de partis, d'associations, qui vont mener en 1996 à la première élection présidentielle au suffrage universel et qui est vraiment le lancement de la démocratisation de Taïwan, République de Chine. Ça va aller très vite, ce processus de démocratisation, puisqu'il va y avoir, au bout de 4 ans, une alternance déjà. Le premier président de la République élu a été un membre du parti Kuomintang, donc le parti du général Chiang Kai-shek, dont on aurait pu croire qu'il allait reprendre peut-être, tout en étant démocrate, mais quand même un pouvoir assez fort et à rester sur la même trajectoire suivie depuis quelques dizaines d'années. Mais, surprise, pas du tout. Le président qui sera élu est un Taïwanais de vieille souche taïwanaise. Ce n'est pas quelqu'un qui est d'une famille qui est venu avec les troupes de Chiang Kai-shek, qui a une conception très insulaire de la politique, et donc va pousser à la démocratisation encore plus loin, et surtout avoir un rapport à la Chine assez distancié. Au bout de 4 ans, ce phénomène va être encore plus poussé puisque c'est un nouveau parti, le parti démocrate, qui va arriver au pouvoir. Democratic Progressive Party, parti démocrate progressif qui arrive au pouvoir. Alors, schématiquement, à Taïwan, dans la politique, il y a 2 couleurs, la couleur verte, la couleur bleue. La couleur bleue, c'est le parti nationaliste, Kuomintang, et la couleur verte, c'est celle du Democratic Progressive Party. Parti progressif démocrate qui va s'installer au pouvoir pendant 8 ans. Et là, ça va créer des crispations avec Pékin, puisque ce parti compte en ses rangs des gens qui, clairement, s'affichent en faveur d'une indépendance de l'île. On ne peut pas dire que tous les gens du DPP sont pour une
une indépendance proclamée avec un conflit, entrant évidemment en conflit avec Pékin. Non, il y a un peu dans ces verts, j'allais dire des verts foncés, qui veulent l'indépendance tout de suite, maintenant, quoi qu'il en coûte, et des gens qui ont voilà, une position plus modérée. Et tout ça, ça s'inscrit dans une forme de statu quo. C'est vraiment un terme qu'on utilise, c'est le statu quo, c'est-à-dire, bon, c'est pas une réunification, c'est pas l'indépendance, c'est un entre-deux, c'est un modus vivendi qui s'installe avec des moments de tension, des moments plus relâchés. Or, ces deux mandatures d'un président du DPP, donc de 2000 à 2008, vont être marquées par des mouvements de tension. Au bout de 8 ans, ce président, qui a évidemment le pouvoir exécutif, mais qui n'a jamais eu le pouvoir législatif. C'est-à-dire c'est une sorte de cohabitation, puisque le Kuomintang a réussi à conserver la main sur l'appareil législatif, on appelle ça le yuan législatif. À partir de là, d'autres élections arrivent, c'est tous les 4 ans, les présidentielles. Le président Chen Shui-bian a fait 2 mandats. C'est un président Kuomintang qui est élu en 2008, Ma Ying-jeou. Et là, à l'inverse, le balancier va repartir de l'autre côté, d'un côté où la cohabitation entre la République de Chine, Taïwan et la République populaire de Chine va retrouver cet équilibre basé sur ce statu quo. Il y a même une doctrine ou un consensus, on appelle ça le consensus de 1992, dont les experts se disputent d'ailleurs l'authenticité, a-t-il seulement vraiment existé, mais en tout cas, c'est sur cette base que les deux rives du détroit se sont accordées pour faire ce consensus. En gros, il n'y a qu'une seule Chine, mais que vous soyez sur le continent ou sur Taïwan, il y aura 2 interprétations qui se traduisent par la République populaire sur le continent et la République de Chine sur l'île. Donc voilà, c'est ça le statu quo, c'est ça ce consensus de 1992. Et le président Ma Ying-jeou, pendant ces 2 mandats, il fera 2 mandats, donc évidemment il aura l'exécutif, le législatif, donc pour lui tout va bien. Il va opérer un certain rapprochement, ou un rapprochement certain, pourrait-on dire, avec des accords économiques de coopération qui vont finalement ancrer Taïwan au continent avec la facilité pour des entrepreneurs, pour des ingénieurs, des techniciens taïwanais de se rendre sur le continent. Alors on dit qu'il y a au minimum 1 million de Taïwanais sur le continent tout de même, qui ont participé finalement au développement économique de la Chine. Sous le président Ma Ying-jeou, qui va rester 8 ans au pouvoir, on s'aperçoit que ce rapprochement est marqué. Il sera tellement marqué qu'il va, au bout d'un moment et au cours du 2e mandat, donc à partir de 2012, effrayer l'électorat taïwanais. On arrivera à des élections en 2016, et qui vont porter à nouveau au pouvoir le Democratic Progressive Party. Donc, on peut dire, en voyant cela, que Taïwan, la démocratisation de Taïwan depuis 1996, c'est une démocratie tout à fait mature avec plusieurs alternances, d'autant plus que cette fois, Tsai Ing-wen va arriver à la présidence, à partir officiellement en mai 2016, en ayant le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ce qui n'était jamais arrivé pour ce parti d'opposition. Il y a quand même eu quelque chose, un peu le sommet pour Ma Ying-jeou, et à la fin de son mandat, c'est qu'il y a eu pour la première fois la rencontre entre Xi Jinping
et Ma Ying-jeou. Alors pourquoi j'utilise ces termes? Parce que c'est Monsieur Ma Ying-jeou qui a rencontré Monsieur Xi Jinping sur un terrain, pourrait-on dire neutre, mais quand même dans la sphère chinoise, c'est à Singapour. Ils se sont rencontrés et ont eu des discussions, mais avec aucun signe extérieur d'appartenance, voilà, c'est ça. Donc c'était monsieur et monsieur. Bon, ça a été un peu le champ du signe de Ma Ying-jeou qui donc a été battu. Le parti Kuomintang a suivi et donc c'est on pourrait dire une vague verte qui s'est installée à Taipei, autant à la présidence qu'au yuan législatif. Alors évidemment, on peut s'en douter, après les 2 mandats de Ma Ying-jeou et ce rapprochement économique avec ces liens qui se sont vraiment solidifiés, il faut savoir que le premier partenaire économique de Taïwan, c'est la Chine. Donc il y a une interdépendance économique qui s'est créée et qui est difficilement réversible maintenant. Donc voilà, nous sommes actuellement dans ce premier mandat de la présidence Tsai Ing-wen et cette alternance qui a entraîné en plus un raidissement de la situation dans le détroit. Pourquoi? Je vous ai parlé tout à l'heure du consensus de 1992 qui est en fait une base non juridique de ce statu quo, de cet équilibre fragile. Madame Tsai Ing-wen, qui n'est pas du tout une extrémiste, qui n'a jamais appelé à une indépendance, qui a même eu un discours inaugural d'investiture tout à fait mesuré de mon point de vue, s'est arrêtée tout de même à une limite. Elle ne reconnaît pas ce consensus de 1992 et à partir de là, évidemment, les tensions se sont renforcées et Pékin a décidé de couper toute discussion politique entre structures officielles avec Taipei. Et nous en sommes là aujourd'hui.